Get Busy, saison 3, épisode 3, 3 et 3, 33, le maillot de Larry Bird, le maillot de Patrick Ewing, une émission sky-dunkée, passe aveuglisée, slam-dunkée, sky-hookée même, par celui qui a repeint son vélo aux couleurs de la camionnette de l'agence Touriste, Cher, comment ça va? Bonjour, monsieur. Ça va bien? Très bien. Puis un invité qu'on ne devrait pas présenter, mais on va le faire quand même. Que serait la mafia sans notre invité, mais surtout que serait le rap français sans notre invité? Certainement pas tout à fait le même. Le micro, il connaît, la réalisation, il connaît, le bise, il connaît. Malgré ça, notre invité, c'est plus l'ombre que la lumière. C'est l'entraîneur-joueur, celui qui fait la causerie d'avant-match, motive depuis le banc de touche, gueule quand ça va pas, mais peut aussi rentrer lui-même sur le terrain pour aller mettre un coup de casque. C'est celui de derrière qui vient devant pour te montrer comment faut faire. C'est Ramos qui replace ses troupes, c'est Thuram qui hurle sur ça parce qu'il fait n'importe quoi en demi-finale de la Coupe du Monde. Ministère Hammer, Angelo, Dan, Sulibi, Cut Killer, Armen, Rossé ou Express D, notre invité a bossé avec quasiment tous nos autres invités, mais c'est rien comparé à tous les artistes aux côtés desquels il s'est impliqué. Kerry, Rof, le 113, Intouchable, Carlito, OGB et évidemment Mehdi. Tous les chemins du rap Made in 94 mènent à notre invité à un moment ou à un autre. Un 94 que ce type différent en armure africaine a contribué activement à installer sur le trône. Distributeur de passes officiel, il a toutes les clés du rap 94. Manu Kay est l'invité de Get Busy. Merci, merci. Donc aujourd'hui, Manu Kay, on te reçoit, en plus de tout ce que Musul vient de dire, pour ce livre, qui est donc Les Liens Sacrés, Ouais, qui est ton autobiographie, quelque part. bien sûr. Et donc ça retrace tout ton parcours dans le rap, mais pas que, ta vie aussi, ton parcours familial, ton contexte familial, on va dire plutôt, et aujourd'hui même ta reconversion dans le basket. Ouais. Qu'est-ce qui t'a motivé, comme il disait Musul, toi qui es plutôt un homme de l'ombre et plutôt l'un des plus discrets, à te dévoiler comme ça? Bah, c'est-à-dire, ça part, paix à son âme, à DJ Mehdi, lorsqu'il a eu son décès en 2011. Donc j'ai fait une bascule carrément totale hors musique, quoi. J'ai dit que j'arrêtais. J'étais plus motivé par ça, donc ma nouvelle passion en tant qu'entraîneur de basket a fait que donc, j'ai pris une autre destination. Et arrivé 2016, j'ai eu des petits soucis de santé. Je me suis retrouvé à la maison, un peu isolé, avec les proches. Et puis je me dis, toutes ces années sont passées, et il est temps de parler, de communiquer un peu à tout le monde, et de refaire une rétrospective de ma vie un peu. Donc à partir de là, grâce à Face Cachée, j'ai pu commencer à écrire doucement et bricoler, et me remémorer tout ce qui sortait de ma mémoire un peu. Les dates, les histoires, les anecdotes. Et ça, c'était un vrai boulot. Mais j'y croyais, puis au fur et à mesure, ça s'est construit comme ça. Et je pense que c'était une vraie thérapie déjà pour moi. Et j'espère pour les gens, pour le collectif, pour ceux qui ont partagé tous ces moments avec moi, j'espère qu'ils seront contents, quoi. Parce qu'on ne va pas dévoiler tout le bouquin, mais en fait, ça commence, j'allais dire mal. Le début du livre, c'est la mort de DJ Mehdi. Ouais. Et donc, c'est vraiment l'électrochoc pour toi? Ouais. Parce que Mehdi était quelqu'un d'important pour moi. C'est lui qui m'a... C'était un peu mon mentor, même s'il était plus jeune que moi. C'est lui qui m'a guidé vers cet esprit musical, qui m'a construit, qui m'a professionnalisé. J'ai fait ma première SACEM grâce à lui. Et on a fait toutes les démarches ensemble pour construire cette musique. On est parti d'une feuille blanche et on a construit brique par brique. On a appris à faire nos premiers disques, à faire nos premiers mix, nos premiers concerts. Tout était fait de sa petite chambre, dans une armoire, avec un 4 pistes. Et de là, on a émancipé notre musique jusqu'à faire des Bercy, notamment avec 113, Kerry James et toute la mafia. Parce que souvent, Mehdi est associé à Kerry, Bien par sûr. idéologie, tout ça, mais c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on apprend dans le livre, c'est qu'au départ, c'est vraiment avec toi le premier binôme artistique. Ouais, par le biais de Cut Killer et Dynasty notamment, qui donne mon numéro à DJ Mehdi, donc un petit appel à la maison. À l'époque, c'était les téléphones et tout. Et puis ma mère dit, ouais, voilà, il y a un appel, et puis c'est Mehdi, il se présente, voilà, j'habite à Colombes, j'ai 14 ans, je fais des instrus, et nous, c'est ce qu'on cherchait. À l'époque, on était sur des petites cassettes audio avec plein de souffle et tout. Et puis au début, j'y crois pas, je dis 14 ans, il fait des... viens, on est amené à se rencontrer, quoi. Et j'en parle à Kerry, il me dit, ouais, on va lui donner un rendez-vous. Et il nous donne un premier rendez-vous à Colombes, et nous, on était encore dans notre salle d'MJC, à s'entraîner à 15h, et puis on voit l'heure qui passe, et ouais, Colombes, c'est un peu loin quand même. Bon, vas-y, il va rappeler, nous, on n'y croit même pas, quoi. Et il rappelle, ouais, vous m'avez planté, on se fixe à un deuxième rendez-vous. Ah ouais, mais là, c'est place Clichy. Et puis on a rebelote avec Kerry, on dit, attends, mais il fait pas de son, lui, attends, qu'est-ce qu'il veut? Et puis il dit, puis on le replante. Puis après, il rappelle, et là, je prends l'initiative de dire, bon, là,
on va partager le chemin en deux. Il nous dit, ouais, mais moi, je peux me déplacer à Créteil. Il montrait la volonté de vouloir communiquer avec nous, quoi. Donc, on se donne rendez-vous au lac de Créteil. Moi, j'y vais, tout seul. Et je vois une petite silhouette avec un propre sur lui, avec un petit Kawe Carhartt et tout. Et il me dit, voilà, je vous remets la cassette avec son petit numéro dessus, les nombres de titres. Et directement, je vais chez Kerry, je lui remets la cassette. Et il m'appelle 1 heure après, il me dit, attends, mais les sons, ils correspondent avec ce que je fais. Mes textes vont dessus. Et voilà, c'est extraordinaire. Et après, je dis, attends, j'arrive. Et moi, je voulais écouter. Bon, on écoute les premiers titres, les trous, on devient fou. Et puis, directement, on prend rendez-vous avec Mehdi pour venir le mercredi d'après à Colombes, qui était un trajet monumental pour l'époque, avec les contrôleurs qu'il fallait esquiver, tout ça. Et puis, on arrive chez Mehdi, puis il nous a dit de venir surtout à 2, toi et le rappeur, parce que ma mère, voilà, c'est pas porte ouverte, c'est pas open. Et on arrive chez Mehdi, ben, on n'est pas parti à 2. En tant que banlieusard qu'on est, on est parti à 5. Et on est monté, Kerry et moi, chez Mehdi. Et c'est là qu'on a découvert cette chambre avec ses collections de disques monumentales que son père lui avait laissées, ses cousins, ses oncles. Et on voit de la soul, du jazz. Et Mehdi, sur un 4 pistes, on est reparti avec une cassette pleine de sons de l'époque, quoi. Voilà. Avant d'aller plus loin, moi, je veux qu'on écoute justement une prod de Mehdi. C'est RAS, Ouais. le fameux. Et comme c'était déjà à l'époque une de mes prods préférées de chez vous, Ouais. voilà, donc il n'y a pas le clip, mais il y a le son, quoi. Ok. Je ne veux pas aller au service militaire. Je ne veux pas faire la guerre pour un morceau de terre. Non, mais je ne veux pas aller au service militaire. Je ne veux pas faire la guerre pour un morceau de terre. Ça s'appelle, je n'irai pas au service militaire. Là-bas, y a rien à faire et dans mon quartier, c'est déjà la guerre. Je n'irai pas au service militaire. Là-bas, y a rien à faire et dans mon quartier, c'est déjà la guerre. La même. On se racontait nos histoires de service militaire avec Manu. Donc, une des premières prods marquantes de votre collaboration, en tout cas. Ouais. Et c'est vrai que dans le bouquin, il y a tu racontes beaucoup de choses comme ça. Ce qu'il faut replacer, que les gens auront du mal à réaliser à l'heure où on est d'Internet et des téléphones portables, c'est-à-dire que c'était les missions d'aller de Orly jusqu'à chez Mehdi à Colombes et vice-versa, Bien sûr. que tout se faisait avec des bouts de ficelle. Et tout ça, ça demandait en vérité une passion inébranlable, quoi. Bien sûr. C'était vraiment un truc de passionné et d'acharné pour avoir cette volonté de tout ça prenne place, quoi. Ouais, exactement, parce qu'on arrive à Austerlitz. Austerlitz, on sait, c'est une zone quadrillée. Donc, c'était pas bon à Austerlitz, on attendait qu'ils repartent. On restait une heure comme ça, hop, on ne les voyait plus, on enjambait, on passait par République, Saint-Lazare. Ouais, au début, on y allait à 3, puis moi, je me suis retrouvé tout seul dans cette aventure, à faire des allers-retours. Et puis après, vu qu'on était passionnés, on prenait des amendes, voilà, je m'en foutais, quoi, j'y allais. Mais même techniquement, tout se faisait avec des bouts de ficelle. Bien sûr. Il y a la légende du truc de Mehdi qu'il avait reconstitué Exactement, ouais. en mode mécano et tout ça, que c'était même pas un vrai sampler, Ouais. qu'il avait tout... Ça demandait vraiment, c'était du système D à 2000%. Bien sûr, ouais, il y a une espèce de Roland que son oncle avait construit pour lui, et qui était un petit... où il pouvait rentrer 8 pistes dedans. Et à chaque fois, pour le faire démarrer, il était obligé de lever et puis de mettre sa main parmi tous les trucs électroniques. Là, et, prendre un coup de jus, c'était à 2 doigts, quoi. Et hop, il appuyait sur un bouton, le sampler s'ouvrait. Et à partir de là, on avait une qualité de son un peu crade, mais qui sonnait tellement réel. Et c'est ça qu'on kiffait, quoi. Le morceau qu'on s'est écouté, ça venait de Différents Types, Ouais, exact. qui était donc ton premier groupe quand tu évoluais en groupe et pas en artiste solo. Ouais. Voilà, Différents Types, RAS, et en plus, c'est une histoire vraie. Donc, ça nous tenait à cœur de le faire. Ouais. Et justement, ce rôle que toi, tu as eu, qu'on comprend bien dans le bouquin et qu'on a vu dans divers témoignages, c'est que toi, tu as été vraiment, je ne vais pas dire le parrain de la mafia Quinfri, parce que pas dans le sens parrain de la mafia, mais vraiment le grand frère. Ouais. C'est vraiment ce rôle-là. Kerry, c'était un petit qui avait le nez collé à la vitre exactement. quand tu répétais à la MJC, que tu as fini par faire rentrer parce que tu en avais marre de le voir dehors, et tout ça. Et tout est né comme ça, spontanément, et tu as toujours eu ce rôle de conseiller, de grand frère, de sage, en fait, dans la mafia Quinfri. Et c'est vrai que moi, de l'extérieur, je t'ai toujours perçu, tu étais un peu à part, quand même. Ouais. Eux, ils avaient le côté plus cité, machin. Bien Toi, sûr. tu étais en baggy, tu avais ce côté plus hip-hop, on va dire, dans l'image, je parle. Et tu as toujours eu un rôle un petit peu à part là-dedans. Ouais. Tout démarre de quelque part, c'est surtout mes grands frères qui m'ont inculqué ça. Donc, petit, déjà, j'avais 8 ans, ils m'ont inscrit au foot à Choisy-le-Roi. Donc, ils m'ont inculqué des valeurs. Donc, quand ils sont partis de la maison, j'avais retenu tout ça d'eux, tu vois. Donc, on s'entraîne à la MJC d'Orly pendant une longue période.
Et moi, je commence à rencontrer Mistaflo, Lil Jason. Ben, on constitue le groupe Le Posse Idéal et des différents types. Et on s'entraîne par le biais de Asdin Zodbi, qui est le directeur de la MJC à cette époque. Et il nous offre une salle, il nous dit, voilà, maintenant vous allez vous entraîner là. Et on est content, on a notre clé, on ferme, dit, par contre, prenez votre clé, fermez, parce qu'il y a du monde, on ne sait jamais. Et c'est une époque quand même, à Orly, il y a encore un grand vivier de la drogue, tout ça. Donc pour personne rentre, donc on ferme la porte et on s'entraîne là. Et puis on voit des petits jeunes pleins qui regardent à travers les stores un peu cassés, toujours les mêmes, ils sont 7-8, et au fur et à mesure, que le temps se gâte, on arrive à l'hiver, et il y a toujours les mêmes. Puis à un moment, je dis, putain, c'est toujours les mêmes, viens avec Kaitro, on les fait rentrer, quoi. C'est toujours le même, avec son petit bonnet, son grand pull et tout. Et quand on les fait rentrer, il y a Mr. Kerry James qui est là, Monsieur Kerry James, et on lui dit, il nous dit, moi aussi je rappe. Alors, on est étonné, attends, comment ça tu rappes? Et on dit, on va te mettre un instru. Il dit, non, je vais vous le faire sans instru. Tu vois déjà l'audace du mec, 12-13 ans. Et puis, il sort un cahier bleu, comme ça, il avait un sac Leclerc, il avait un petit sac plastique, là, Leclerc. Voilà, et il sort son cahier, il commence à faire son texte de 64 mesures, et où il parle de société, de l'Afrique, l'histoire de l'homme. Je dis, waouh, mais je dis, c'est toi qui as écrit ça? Il me dit, ouais, je te jure, c'est moi. Je dis, bon, à partir de maintenant, vous trois, là, tous les mercredis, vous êtes ici, à 14h. Et depuis, voilà, on ne s'est plus jamais lâché comme ça. Ce qui est incroyable avec Kerry, c'est qu'il a commencé très jeune, même à faire des scènes très jeune, bien sûr, une quinzaine d'années. Ouais. Il y a beaucoup de belles plumes du rap qui se sont arrêtées ou qui se sont évaporées parce que la vie reprend le dessus et tout. Ouais. Lui, il est toujours là. Et il est toujours considéré comme une des meilleures plumes du rap français. Bien sûr, parce que c'est son métier, c'est ce qu'il sait faire depuis tout jeune. Et pour moi, j'avais un œil sur lui et je savais c'est extraordinaire. C'est comment il nous regardait. Déjà, il avait compris le truc. Nous, on s'entraînait, on était à imiter les scènes des cassettes MTV. On était vraiment construits dans ce qu'on faisait sur scène et tout, avec des chorégraphies, tout ça, ça s'arrêtait, le son s'arrêtait. Et lui, il observait. Et puis après, je lui donnais quelques techniques. Et notamment dans ses premières scènes où il fait leur nano, là, en première partie de Ministère Amer, ils étaient déjà comme ça, dans cette démarche-là, dans cette logique d'avoir une vraie ligne de conduite pour construire des scènes puissantes, quoi. Mais moi, en anneau, je crois que je me souviens de lui, mais avec Raga Sonic, et je crois que c'était en première partie de Team Dog. Ouais, aussi, ouais. Et tout petit, tout gamin. Alors toi, c'est marrant, parce qu'à Vitry, t'as fait partie de deux mafias, toi. Ouais, bien sûr. Ouais. T'as été avec la mafia underground, avec les Little, et après, Mafia Quinfri. Ouais, c'était une très belle expérience, parce qu'on connaît l'identité du gros son de Sulibi, qui est un très, très gros producteur, l'un des plus gros aussi en France. Et dans les débuts, différents types, comme Lil Jason habite à Vitry, je traînais là-bas, j'ai côtoyé un peu les membres de la mafia underground. On a fait partie de ce collectif. Et je te dis, à partir du moment où on avait eu la rencontre de Mehdi, c'est là où on a pris notre identité, on a commencé à construire nos trucs. Et voilà, après, il y a eu Kerry. Kerry était dans la même école que OGB, que Rof, tout ça. Et c'est là les rencontres où elles se génèrent à partir de la MJC d'Orly, où il y avait tout ce petit vivier-là. Et puis on se rend compte, tu fais du rap et tout. Et un jour, je vais les voir à Vitry, et là, je vois le 113 avec Kerry sur scène. Ils font un morceau qui s'appelle « Face à la police ». Et là, il y avait une énergie, mais tellement, on comprenait pratiquement rien, parce qu'on connaît les micros de l'époque, le HF en fil et tout. Mais il y avait une énergie sur scène. Je dis, mais c'est qui ces mecs qui se font des passe-passe, Rimka et AP? Et après, Kerry me dit, ouais, c'est les mecs de Vitry, ils habitent là. Et puis, c'est comme ça que je les invite sur le premier album de différents types. Et là, se fait la connexion au fur et à mesure, quoi. Pour en revenir à Kerry, je le disais dans l'introduction que tu connaissais aussi le Biz, c'est une des premières mauvaises expériences de Ideal J qui est signée comme étant un petit peu un pendant français de Criss Cross, pour faire un raccourci, quoi. Et c'est tout de suite une mauvaise expérience au niveau des contrats signés, etc. Ouais, c'était bon, ils ont tout de suite été mis en avant parce que c'était le seul groupe en France qui faisait ça. Donc ils avaient les déplacements à Cannes. Il y a un producteur qui les a rapprochés. Et au fur et à mesure, j'ai senti Kerry grandissait et il n'était plus dans cette mesure de vouloir faire un album qui ressemblait à Criss Cross, un peu commercial. Et la seule discussion qu'on a eue, qui était un peu tendue à cette époque,
Je disais à Kerry, non, fais pas ça, je veux pas que tu fasses ça. Tu sais d'où tu viens, rue Docteur Calmette, aux 40 rue du Docteur Calmette, qui était déjà une cité déjà très costaud, toi, pour l'époque. Et regarde d'où tu viens, regarde où t'es passé. Et voilà, c'est la première seule discussion franche qu'on a eue depuis 30 ans. Donc il a réfléchi et il a compris ma démarche. Il a compris, il a été assez intelligent, notamment quand je le ramène voir Boys in the Hood, etc. Et là, il s'est dit, ouais, je vais pas me laisser faire par ça. Et puis là, il décide d'arrêter le contrat. Et grâce à Choukri, qui est l'oncle Amédi, il prend l'initiative de faire toutes les démarches nécessaires pour casser le contrat avec cette équipe de producteurs qui voulait nous emmener dans les égouts de Paris, quoi. Voilà. D'autant plus que ça n'aurait pas duré, puisque c'était pas Bien pour sûr. développer une carrière. Ouais, voilà. Ça, je pense que ça aurait tué sa carrière même. Ouais, ça aurait tué. Aujourd'hui, il n'en serait pas là. Exactement. Voilà. Tout à l'heure, tu parlais de 113 et on va écouter un titre que tu as fait avec eux. Manu K 113 du nettoyage. Cette année j'ai pas eu de vacances, j'ai bossé avec élégance. J'ai dû nettoyer toute la France d'MC en abondance. Parti sans pépette, juste mon survêt. J'ai à lunettes, imagine Sarajevo sur toute la planète. Mallette en main, en cas de pépin. J'y vais, j'y reviens, hier, demain. Tenez ça cousin, c'est bien pas au mic. Je suis juste posé, s'agit pas de faire le macaque, mais juste causer. Faire péter l'audimat, c'est une nausée. À chaque passage du 113, la rime on se doit de l'inventer. Malheureusement trop d'MC veulent planer. Certains sont nouveaux et d'autres commencent à faner. Donc on parlait de différents types, Ideal J, puis 113, et puis après il y a eu Rof, après il y a eu Carlito, JB, tout le monde. Comment tu as vécu? Parce que on a l'impression que c'est un tourbillon, tout. Ouais. D'un coup, de 2 ou 3, vous vous retrouvez 15, 20, 30, tout le monde rappe pratiquement, Ouais. et tout le monde se fait un nom, quoi, en fait. Et Mafia Cafri, ça devient vraiment, je pense que c'est le Possi qui a sorti le plus de rappeurs à succès de l'histoire du rap français, quoi, réellement. Et c'est un truc que tu n'as pas vu arriver, c'est un truc que tu as dû gérer comme ça au fur et à mesure, ou par moments tu as été dépassé, ou tu as senti, au contraire, qu'on a un truc et ça va le faire. Avec Mehdi, on avait une vraie construction. D'abord, un peu de sortir des maxis au fur et à mesure, dès le départ. Différents types, Ideal J, Rof, avec Appelle-moi Rof, Carlito. Et au fur et à mesure, un Touchable après qui est arrivé, et OGB qui fait des apparitions. Et on a senti, dès qu'on sortait des maxis, on avait une vraie démarche et qui était constructive. Donc on ne sortait pas n'importe qui, et tout le monde a compris ça dans le collectif Mafia Cafri. Et à partir de là, il y a eu ce gros succès du 113. D'abord la vie avant la mort, Rof aussi était en studio, et il y a eu ce gros succès qui arrive, Prince de la Ville. Donc Prince de la Ville, c'est un album exceptionnel. C'est un album qui, je pense que c'est le seul album en France, parce qu'il y avait, Mehdi a amené une couleur de musique qui n'a jamais été fait en France. Qu'il a construit, il avait une méthode de travail qui était unique en France. Et le jour où on ramène Wegro à Toulouse, quand on enregistre à Toulouse, et il me dit, si j'accélère le BPM, tu crois qu'ils vont aimer? Et je dis, vas-y, on essaye. Et puis il accélère le BPM chez lui. Et puis quand on va à Toulouse, on dit au 113, on va vous faire un truc, on va vous faire écouter un truc. Et quand ils écoutent ce son-là, nous, on ne connaissait pas le titre qu'ils allaient faire. Et ils font le titre Wegro, avec les passe-passe, tout ça. Pourtant, on s'est regardé, on a dit, on tient le bon truc. Et après l'explosion de 113, tout le monde connaît le gros succès de 113, il y a eu la tournée de 113 et chaque élément de la mafia se sont mêlés à ça, ils ont compris le concept. Et voilà, il n'y a pas eu de... Je pense que c'était un succès mérité. On avait tellement bossé toutes ces années. On est parti de 1992, nos premiers maxi en 95-96, et il y avait une vraie démarche qui était constructive. Est-ce que parmi tout cela, il y en a qui t'ont surpris, que tu n'aurais pas pensé qu'ils iraient aussi loin qu'ils ont été? J'ai toujours été surpris, moi, en fait. Parce que il y avait des embûches, c'était dur, et il y a tout s'emboîté. C'était toujours magique ce qu'on faisait. Quand on allait depuis Ticarette avec nous, je prenais mon sac de sport, on mettait les machines on mettait les machines dans le sac, on arrivait avec Moda qui nous accueillait, on essayait de faire des mix qui duraient 2 minutes, ils nous disaient c'est bon comme ça, et on repartait avec le moindre sou qu'on avait. Et on est étonné, je suis étonné de qu'on fait le maxi 10 types, voir un disque comme ça déjà, Kerry pareil, et après t'as Rof qui se Appelle-moi Rof. Là on se dit quand même, on commence à sortir 3 maxi,
ça m'a toujours étonné le fait de construire un son, partir d'une feuille blanche en fait, et de voir que ce truc, on l'a devant les mains en réel, et les gens se l'approprient, vont le chercher à Ticaret partout, vont le chercher à Châtelet-Les-Halles, et ça c'était une fierté énorme. Et à chaque fois j'étais content, on arrivait à pondre un truc qu'on est parti de zéro, quoi. Justement, tu parlais du fait que tout le monde avait bien compris qu'il y avait une démarche de Bien sortir sûr. des maxis, etc. Ce qui n'a pas toujours été évident dans les labels de faire comprendre que pas forcément chacun son tour, même si c'est un peu ça, mais il faut d'abord sortir des maxis pour se faire connaître. Et beaucoup de labels ont coulé ou sont pas allés au niveau où on pensait qu'ils allaient aller parce qu'il y a eu trop de gens qui étaient pressés de sortir quelque chose, etc. Exactement, c'est la différence avec maintenant. C'est-à-dire avant, on procédait par des maxis, on faisait un peu de scène, on se faisait montrer quelques magazines, voilà, il n'y avait pas encore l'aspect vidéo, tout ça. Donc on se débrouillait par ça, mais il y avait vraiment une construction, voilà, une hiérarchie. On faisait le maxi, on faisait un peu de scène, même si c'était dans notre quartier, un peu de bricolade. Et après, on allait à Radio Nova, à l'ancienne, à la Génération, pour propulser notre musique. Et aujourd'hui, c'est différent, quoi. C'est une histoire quand même, Mafia Cafri, qui a eu des hauts et des bas, Bien sûr. des drames, des grands succès et tout ça. Est-ce que, bon, c'est un peu logique, hein, l'effet de groupe, tout ça, est-ce que ce qu'a fait votre force, ça a été aussi votre faiblesse? Ouais. C'est l'unité, ouais, c'est... Quand on se réunit, faire la cerise sur le ghetto, c'est l'une des plus belles choses qu'on ait faites aussi, de se réunir tous dans un studio jusqu'à la mort. On se dit qu'on est là, on passe du bon temps ensemble. Et puis, il y avait, comme dit Kerry dans Thug Life, il n'y avait pas que des rappeurs quoi, autour de nous. Donc ceux qui nous représentaient de près et de loin, on les accueillait, c'était Mafia Cafri. Quand on partait en tournée dès l'époque 98, quand on était dans le car, derrière, il y avait des voitures qui nous suivaient. Et il y avait des gens qu'on connaissait, de Vitry, Choisy, Orly ou d'autres, mais il y avait peut-être des gens qu'on ne connaissait pas, parce qu'ils étaient tellement liés à cette musique, voilà. Donc ils nous suivent, et puis parmi tout cela, comme il dit Kerry, il n'y avait pas que des rappeurs, il y avait des braqueurs, des dealers, et voilà, c'est ce qui a fait peut-être cette mauvaise tournure à un certain moment, mais on s'y attend pas, quoi. Est-ce que malgré tout, il y avait des guerres d'ego? La seule guerre d'ego qu'il y avait, c'est notre musique. C'était de performer en studio derrière un micro. Comme je te prends l'exemple de Pour ceux, qu'on fait Pour ceux, produit par Jacques. On va passer Pour ceux, et après on D'accord. parle. Laissez passer ma dream team. Quand on se retrouve au mic, c'est peut-être les moments les plus intimes. Fini la routine, y'en a marre d'être les victimes. Parce que l'amour nous a déjà rayés comme le maillot de l'Argentine. Mourad c'est le capitaine, c'est lui qui porte le brassard. On est là pour faire vibrer les ghettos comme Boissard. Pour les plus durs, pour les plus tendres. Pour ceux qui aiment les gangbangs et se faire masser comme en Thaïlande. Si t'as un bon plan, vas-y mec. Pour ceux qui n'ont jamais lâché le break, mon break. À part ça, qu'est-ce que je voulais dire? C'est pour le meilleur et pour le pire. Pour ceux qui ont le logo Capri brodé sur le cuir. Donc voilà, donc c'était Pour ceux, et avec le clip qui a changé la façon de faire des clips de rap français. Ouais, Pour le meilleur et pour le pire. bien sûr, ouais. On en parlait tout à l'heure aussi en introduction, que tu étais assez impliqué dans la réalisation des albums, Ouais. parce que c'était pas juste de sortir les albums sur le côté commercial, tu étais aussi en studio pour essayer de pousser les rappeurs vers quelque chose, de retravailler les rimes, de dire ce qui va pas, de faire de la réalisation et en même temps du coaching un peu. Bien sûr. Tu le dis d'ailleurs que c'est toi qui as participé à ouvrir Rof vers quelque chose que lui-même, vers quelque chose que lui-même voulait pas aller d'ailleurs. Ouais. Parce que j'ai toujours une démarche de construire les choses, assez avec une hiérarchie bien définie. Commencer un morceau, avoir un milieu et une fin. Donc c'était ça un peu l'objet de mon travail. Donc je trouvais aussi des titres qui correspondaient avec la musique. Et à partir de ça, on essayait de cinématographer le son qu'on faisait. Donc tous les titres que ça s'est fait à partir du 113, Nibaro, le combat continue, je donnais des idées à Kerry, comme dans l'album La cerise sur le ghetto. Et ouais, Rof, qui a un grand passage, qui est aussi une histoire formidable sur la vie avant la mort. Parce qu'il sortait qui était l'un des plus gros freestylers, qui était l'un des plus gros punchliners, inarrêtable sur scène, avec des techniques de rap. Il changeait de flow constamment. Et là, il a une démarche où il doit sortir un album assez costaud chez Hostile. Et il est attendu, parce qu'il sort déjà avec un album avec une carte de visite qui était bien, produit par Express D, qui était un mec de rue et tout. On attendait Rof avec un retour, un album.
Donc on part à la campagne, réaliser son album. Donc on arrive, je savais tout ce qu'il savait faire de hardcore, de rue, il l'avait déjà. Et après, il fallait juste un peu ouvrir cet aspect de donner une couleur à l'album. Et au début, il avait du mal à accepter. Ah, c'est ça. Est-ce que tu étais toujours écouté? Oui, bien sûr. Ou est-ce que ça donnait des conflits parfois Non, du tout. Parce que voulais même pas essayer, tu vois. Lui, il était intelligent dans sa démarche ou un autre, aussi. Hein. Ouais, peu importe, eux, ils étaient intelligents. Parce qu'ils avaient une confiance en moi qui était absolue. Donc, Rof, le morceau comme 591, lui, il avait déjà un grand de sa cité qui avait déjà raconté une histoire comme ça. Et puis, il a dit, je vais essayer de faire un morceau comme ça. Et puis, on écoute des instrus et hop, on tombe sur une instru qui lui correspond bien. Et à partir de là, il raconte une histoire. Et au fur et à mesure d'écouter le son, là, il a dit, ouais, franchement, j'apprécie. Justement, à propos de ton rôle, tu as Choukri dans le bouquin qui est cité, et qui dit, en gros, que ta force, c'est que tu donnes l'impression à la personne que l'idée, elle vient d'elle alors qu'elle vient de toi. Ouais. Et moi, j'ai toujours pensé que c'était la force des meufs, ça. De faire ce qu'elles veulent que tu fasses, en te faisant croire que c'est toi qui as décidé. Donc, bon, je sais pas si ton côté féminin, mais en tout cas, voilà, il disait que ta grande force, c'était ça, c'est que tu arrivais à faire comprendre au mec comme si c'était son idée, alors qu'en fait, c'est toi qui lui as glissé, et qui lui a fait avaler, quoi. Ouais, je donne un peu les miettes du truc, et puis après, on arrive à trouver des angles, et puis en fait, ça part de mon idée, en fait, tu vois. Est-ce qu'aujourd'hui, tu trouves pas, c'est peut-être ce qui manque au rap français, c'est-à-dire d'avoir des gens comme toi, des réalisateurs, un peu des coachs, des DA, et qu'aujourd'hui, tu as l'impression que les seuls DA qu'ils ont, les mecs, c'est leurs potes, quoi. Ouais, parce que c'est intéressant ce que tu dis, parce que nous, Mafia Qu'un Free, on a toujours un œil bienveillant sur ce qui se faisait derrière le micro. C'est-à-dire quand quelqu'un posait, on lui disait la vérité. Même si ça faisait mal, hein, parce que nous, on était vraiment notre challenge, c'était ça. Quand on passait devant le micro, c'était l'autre qui passait derrière, c'était soit de faire mieux ou soit de faire aussi bien. Donc quand ça passait derrière le micro, et quand c'était moyen, le mec ressort de la cabine, là, c'est moyen. Et ça sortait un peu vexé, mais ça regriffonnait derrière, et ça retournait dans le studio, et ça tuait. Et je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui. Parce que souvent, le fait d'avoir un DA ou un réalisateur, ça peut être interprété comme on veut me faire quelque chose que je veux pas faire, et on veut m'orienter vers un truc où je veux pas aller. Voilà. Nous, on avait, on disait la vérité. Quand c'était pas bien, on a pris combien de choristes qui sont passés derrière le micro. On disait, c'est pourri. On n'aimait pas, on leur disait, désolé, on n'aime pas, c'est pas notre truc. Et nous-mêmes, on était critiques envers nous-mêmes, quoi. Le morceau de Pour ceux, il devait tuer. Et chaque mec qui passait derrière le micro, ça devait être une tuerie, quoi. Sans ça, n'importe quel ingé te dira que nous, Mafia Qu'un Free, quand on rentrait dans un studio, même qu'on était à 20... Vous étiez trop nombreux. Voilà, on était nombreux. Il y avait des chiens, des chats, des poulets, tout ce que tu veux. Mais au moins, quand on ressortait du studio... Il n'y avait plus de poulets. Il n'y avait plus de poulets, mais il y avait un son qui était une tuerie, quoi. Ça, on était fiers de ça. Ton taf de réalisateur, d'ailleurs, tu l'as appliqué aussi avec Oxmo, parce que tu as été réalisateur sur le Cactus de Sibérie. Peut-être pas en entier, je crois. Non, pas en entier, sur 6 titres. Oxmo, on se connaît depuis le début. Il a vu comment on a bossé, il connaissait DJ Mehdi. Et puis, sur son grand succès de l'album d'avant, et puis sur Cactus de Sibérie, il y a la maison de disques qui m'appelle, et puis j'avais un peu de temps. Et puis, ça me faisait énormément plaisir de travailler avec Oxmo. Et puis, on a bossé au studio de la Bastille à cette époque-là. On est resté 3 semaines à bosser sur des titres. C'est quelqu'un vraiment de précis. C'est la première fois que je voyais quelqu'un venir avec son texte, son ordinateur et tout. Il avait une façon de travailler qui était un peu différente. Mais on a trouvé la conception, le travail que je lui ai emmené, le correspondait bien avec ce qu'on faisait. C'est une sacrée remise en question, ça, parce que Oxmo avait quand même fait Opéra Puccino, qui est considéré comme un classique. Il sortait de L'amour est mort, qui est un album que lui-même disait « j'ai fait un album pour rien ». Donc quand tu es quand même un artiste de son envergure, se dire « j'ai besoin de quelqu'un pour un peu chapeauter ça et pour me guider », c'est quand même mettre beaucoup d'ego dans sa poche, en fait. Ah ouais, bien sûr, parce qu'on connaît le talent de l'écriture d'Oxmo, et surtout de la réflexion, comme tu dis. Et, il a dû prendre du recul, comme tout être humain. À un moment de sa vie, il prend du recul et il dit, bon, j'ai besoin de quelqu'un pour passer un cap. Et puis moi, j'étais là, il m'a appelé, puis j'ai répondu présent à son invitation. Tu as aussi bossé avec Rossé. Ouais. Et Rossé, on le retrouve un peu derrière l'initiative de ce bouquin. Ouais. Rossé qui a été notre premier invité quand on a fait l'émission télé. D'accord. Quand on a été embauché ici. Ouais, Rossé, c'est quelqu'un que je rencontre aussi. Hein, c'est que des rencontres magiques, exceptionnelles.
C'est quelqu'un qui est de Thiers à la base. Je le rencontre à la MJC. Et aussi dans les années 90, début des années 90, il travaille avec son frère dans la composition. Et je découvre un certain talent dans son écriture. Et un jour, il me fait un texte. Et j'apprécie vraiment ce texte. Et j'en parle à Mehdi. J'ai dit, il m'a passé une cassette. Et je dis, pourquoi pas le mettre dans l'album Différents Types? Et parce que c'est un texte où, à l'époque, il ne se faisait pas. Il avait un concept, ça parlait de valeur, de respect. Et je pense qu'à cette époque-là, on en avait besoin. Et je dis, ça serait bien de le mettre dans l'album Différents Types. Et ça, personne ne le faisait à l'époque. Donc, Mehdi propose un son et Rossé appelle ici. On va au studio de Black Door. Et il était un peu crispé, timide comme il est, voilà. Et puis après, on l'a détendu. Puis il a fait son texte en un seul trait. Et puis depuis, on ne s'est jamais lâché. Et quand j'ai construit ce livre, il a tout de suite été opérationnel pour dire voilà, moi je veux être de la partie et c'est comme ça avec Face Cachée, hors cadre se sont joints à nous et pour construire ce livre encore une fois. Est-ce que lui, il a joué le rôle sur le livre qui était le tien sur les disques? Ouais, en même temps, ouais, quand même à 40% quand même. À relire et dire voilà, il y a une bonne trajectoire, c'est super, continue, et puis on fait plein de choses ensemble. C'est-à-dire qu'on ne s'est jamais lâché, même quand on ne se voyait pas, des textos, tout ça, on a toujours gardé on va dire cet amour proche qui n'est pas seulement hip-hop, mais d'une amitié commune, quoi. Ça montre encore ton ouverture en fait dans les milieux dans lesquels, avec les rappeurs avec lesquels tu as pu traîner, dans le sens où le truc Mafia qu'un Free c'est quand même un peu plus Kaira, même si Kerry lui peut faire des textes un peu plus politiques. Rossé lui c'est du texte et pas du tout cette ambiance quartier ghetto quoi. Ouais voilà. C'est pour dire encore une fois, moi je suis parti de rien, d'une feuille blanche, comme quoi on peut faire avec une détermination, on peut faire des disques, on peut faire des livres et voilà ça montre sans j'ai pas fait un parcours scolaire extraordinaire, voilà. Et grâce au texte, grâce à ma vision sur les personnes que j'ai rencontrées, j'ai pu écrire un livre et ça, je suis heureux aujourd'hui, quoi. Pour en revenir à ton parcours et à celui de la Mafia qu'un Free, donc effectivement, il y a eu un moment, où c'est très bien expliqué dans le documentaire de Philippe Roisès, où la rue a pris le pas sur l'artistique. Et donc, il y a eu des drames. Dans le reportage, par exemple, quand est évoquée la mort de Las Montana, Rof, il dit que pour lui, à ce moment-là, c'est la fin de la Mafia qu'un Free, c'est la fin de la première vraie Mafia qu'un Free d'après lui, quoi, tu vois. Et après, il y a le décès de Mehdi, il y a aussi le recul de Kerry à un moment qui sort de tout ça. Ouais. Et toi, comment tu as vécu tout ça? Justement, toi qui n'étais pas vraiment là-dedans, quel est ton regard sur tout ça? Le documentaire, c'est Si tu roules avec la Mafia qu'un Free. Ouais, exactement. Moi, le regard de tout ça, j'étais tellement... Ça m'a choqué quand même. Ça m'a choqué parce que les premières choses qu'on voit, on se dit que ça ne peut pas nous arriver. Et la première chose qui me frappe, moi, c'est plus jeune en Guadeloupe, à l'âge de 8 ans, où ma mère perd sa mère. Donc déjà, je suis choqué. Je dis, les décès, je ne connais pas. En 94, je perds un ami proche aussi qui s'appelle Mohamed Camara, paix à son âme. Et là, franchement, je me dis, j'espère que... Voilà. Et vient en 99, la mort de LAS. Et je vois la douleur qu'a Kerry James, un petit que j'ai pris sous mon aile et qui a été complètement détruit. Là, j'étais vraiment abattu. Et après, on connaît la suite par rapport à Mehdi, quoi. Donc tout ça, ça nous perturbe quand même. Dans ce livre, tu te confies assez sur ton contexte familial, c'est un peu compliqué aussi. Ouais. Et comme plein de mecs de banlieue, parents séparés, problèmes financiers, pas beaucoup d'argent à la maison, même pas du tout. Ouais. Et est-ce que quelque part, et comme je pense que ça devait être le cas de plein d'autres dans la Mafia qu'un Free, vous n'êtes pas reconstitué une famille pour compenser ça? Ouais, plein de gars de la Mafia qu'un Free vivent les mêmes choses que nous. Soit maman décédée, soit père, soit séparés. On se retrouve là-dedans aussi. Tu vois, pas seulement la rue. La passion de la musique, je pense que DJ Mehdi et moi, on est ce côté hip-hop vraiment où on cultive cette nature de New York, de Los Angeles. Mais il y a quand même ce côté NWA que Rof, que Kerry, 113, OGB façonnent quand même.
et même Intouchable qui aimait le côté Los Angeles. Et c'est ça qui fait l'union. Tu vois, ce côté rue et ce côté hip-hop, moi je leur inculque cette atmosphère hip-hop avec toujours... Parce que moi, il y a toujours un truc à un moment qui m'a gêné un peu. Donc, Ouais. ouais, nous, on n'est pas hip-hop, on n'est pas Ouais. Zoulou. Alors que tous les mecs, ils ont dansé, Bien ils sûr. ont tous fait des trucs, ils aimaient ça à fond, Ouais. quoi. Et pas que le rap. Ouais. Ils aimaient le hip-hop en vérité. Bien sûr, oui, bien sûr, parce que ils s'identifiaient pas à ce côté baggy, tout ça, mouvement. voilà, au mouvement. Ouais. Mais quand même, ils avaient ce côté Toi, rue. t'avais des baggy. Voilà, moi j'avais, parce que voilà, Ouais. pour moi, c'est authentique, quoi. Et ils avaient quand même ce côté rue et ce côté musical qui restait vraiment unique en eux, quoi. Ce qui est important peut-être aussi, c'est que bon, il y a ce côté un petit peu sulfureux de la mafia qu'un free, la rue, machin et tout ça. Mais Kerry le dit en préface, Manu n'a jamais été dans toutes ces histoires de violence, etc. Ouais. Quoi. Parce que j'avais des grands frères qui avaient une droiture extraordinaire et un père qui était très sévère par rapport à ça. Et moi, j'ai vu, comme je suis un peu plus âgé qu'eux, j'ai vu dans cette ville Orly où je suis resté longtemps et où il y avait des amis de mes grands frères, de mes cousins, et qui sont morts très jeunes par de la violence, par le crack, par la drogue. Et mes frères m'ont dit, ouais, va pas là, va pas là. J'étais déjà dans une droiture bien définie. D'ailleurs, t'en parles en disant, quand tu Bien parles sûr. de 2001, le quartier, un petit peu l'endroit, Bien le sûr. point mythique, Ouais. tu dis que toi, t'y passais parce que c'était tes gars là-bas et qu'il n'y avait pas de problème pour discuter avec eux, mais pas de là à passer toutes tes journées. Voilà, je passais pas mes journées là-bas parce que j'avais une autre activité qui était le basketball. Donc je passais, prendre les nouvelles, je checkais les gars. Ouais, j'écoutais les freestyles qui étaient inédits. Je restais un petit peu là-bas, mettre les blagues en tout. Et puis après, je faisais mon chemin, tu vois. Je savais que, voilà, que j'étais un peu plus grand, j'avais fait un œil bienveillant sur autre chose. Et des fois, je parlais à Kerry, ça se passe bien là-bas, attention quand même, voilà, vous faites du bruit, tout ça. Et voilà, il n'y avait rien de méchant, mais c'était un côté bien réputé pour cette ville qui était Orly. Et le 2001 Zoo était connu, quoi. Tu parles du basket, Ouais. qui est aujourd'hui ta vie, c'est puisque c'est ton métier. Mm. Tu dis que tu as laissé tomber la musique pour l'instant, et en tout cas, pour l'instant peut-être. Peut-être que tu vas réaliser le prochain album de Rosé. Mais donc voilà, aujourd'hui, tu es coach de basket. Ouais. Et, tu peux nous en parler un peu? Ben, C'est professionnel? Ouais, cette passion qui me réunit depuis tout jeune. J'étais footballeur d'abord. Après, je suis passé du côté de basket où je découvre dans ma ville ce gymnase Robert Desnos. Je le vois se construire. Je vois l'équipe féminine qui était professionnelle avant qui joue en Pro B. Je vais un jour dans ce gymnase et je vois du basket. Je vois c'est quoi ce sport et tout. Et tout de suite, je suis pris de passion. Et après, je fais du basket tout naturellement dans cette ville jusqu'en 2009. Et le club me dit, en 2009, il me dit pourquoi pas reprendre l'équipe senior. Puis après, je fais mes bricoles, j'entraîne et tout. Et puis, je suis pris de passion comme ça. Voilà, j'ai pris un vrai goût pour l'enseignement. J'ai entraîné des petits, des grands, voilà. Et je découvre ces jeunes qui sont d'Orly. Je les prends sous mon aile, comme Laou Konaté, Ludovic Negrobar, qui sont aujourd'hui professionnels. Et voilà, je n'ai jamais lâché ça avec eux. Parce que toujours dans le basket, un de tes amis d'enfance, c'est le créateur du Quai 54. Voilà, Amadoun Sidibé, que je rencontre depuis 92. On ne s'est jamais lâché, qui est un ami exceptionnel pour moi, et qui est le créateur du Quai 54. Et voilà, je suis pris de passion. Et puis, à partir de 2011, je passe mes diplômes. Au fur et à mesure, je passe mes diplômes. Ça fut difficile au début, hein, parce qu'il faut se remettre dans le travail scolaire, quoi. Et puis j'ai appris, j'ai grandi avec ça. Et j'ai appris avec des gens comme Karim Boubekri, comme Julien Zoa, qui est head coach en Pro B. Et aujourd'hui, je me suis trouvé une vraie passion professionnelle. Je suis avant National 1. Et j'ai fait tous mes diplômes pratiquement cette année. Je suis au DGEPS, j'ai appris à Châlons. Et je me suis nourri de ça, je me suis construit, je me suis organisé. Ma vie a changé grâce à ça. Pas très loin de. Enfin, il y a un lien direct avec le boulot que tu pouvais faire en réalisateur ou des choses Bien comme ça. sûr, ouais. C'est-à-dire à être derrière, à sûr. motiver, à pousser. Sauf que maintenant, il a un guider. salaire tous les mois. Ouais, c'est différent dans cet aspect-là, mais l'objectif reste le même. Voilà, c'est qu'on part de quelque chose, on construit une équipe, on a un objectif, il faut le suivre et puis on grandit avec ça. Voilà, il y a l'acquisition des valeurs est importante aussi.
comme on avait, nous, en studio, on se respectait, on avait cet amour de la musique, et là, on a cet amour de faire quelque chose ensemble, et voilà, c'est comme ça. Est-ce que finalement, t'es pas plus à l'aise dans l'ombre? Même si t'as rappé, finalement, on s'aperçoit que tes plus gros faits d'armes, c'est dans l'ombre. Ouais, moi, c'est comme ça, voilà, c'est ce qui me détermine, en fait, je suis moi-même, quoi. Mais est-ce que t'as pas rappé, finalement, avant de trouver ta vraie voix? Ouais. Comme beaucoup ont touché Bien du sûr, graffiti, des platines, etc. Bien sûr, ouais. Dans ce bouquin, comme c'est vraiment des tranches de vie, tu démystifies aussi quelque chose qui relève un peu du fantasme. Malgré tous les albums, malgré tous les succès de la Mafia Cafri, tu as souvent roulé sans trop d'argent, en fait. T'as jamais, c'est pas la vie de rêve, t'as jamais roulé en grosse berline avec villa, avec piscine. Ça aussi, c'est une réalité qu'on occulte un peu dans le rap. Très peu en vivre réellement, quoi. Ouais. Bah, c'est-à-dire que moi, quand on commence avec Mehdi, 92, 93, mon premier cachet, il arrive en 98, tu vois. Pendant pratiquement 10 ans, côté rap, c'était zéro. C'est ma mère qui m'a toujours aidé financièrement, mes frères un petit peu. J'ai fait un petit boulot à gauche, à droite, comme ça, mais qui me plaisait pas, donc j'ai arrêté. Et j'avais la tête plongée dans la musique. J'étais déterminé, je savais pas où aller. Mais par contre, je savais d'où je venais. voulais pas aller. Et voilà, je savais où je voulais pas aller. Mais j'avais vraiment une détermination. Je dis, voilà, on fait ça pour la gloire. On faisait des tournées, tout ça. Et des fois même, Choukri nous ramenait une enveloppe et on s'y attendait pas. Ah, il est payé ce concert. Ah, go, c'est cool, on repartait avec un peu de monnaie. Mais pendant 10 ans, pratiquement 10 ans, j'ai pas touché un euro. Voilà. Il y a un autre aspect aussi dans le bouquin, donc, qui est à la fin. Tu expliques que dans une période de temps assez courte, tu as perdu ton père, puis ta mère, puis DJ Mehdi. Ouais. Et ensuite, on parle ouvertement, tu as été en dépression. Tu as vraiment une vraie dépression. Et ça, je trouve que c'est assez courageux d'en parler, parce que je pense qu'il y a énormément de mecs de banlieue qui sont dépressifs, en vérité, et qui ne le reconnaissent pas eux-mêmes, parce que tu vas pas sortir dans la cité et dire « je suis dépressif ». Bonhomme, t'as vu. Mais c'est vrai que moi, je pense qu'il y a énormément de mecs de cité qui sont dépressifs, quoi. Ouais. Je l'ai été, tu l'as été. Ouais. Et je pense que c'est un vrai truc. Ouais. Et je pense que la vie d'artiste peut amener à ça aussi. Ouais, c'est tous les faits qu'on vit, comme tu dis, 3 décès très importants de ma vie. Et c'est l'après-coup, en fait. Si, en général, j'ai l'impression que tu as un déclic, tu as un élément, mais ça remonte à bien plus. Bien sûr. C'est une accumulation de choses. L'accumulation de choses. Et à un moment, comme je te disais, c'est à ce moment-là où j'écris le livre. Je suis tout seul à la maison. Je déménage d'Orly, où j'étais pendant 35 ans à Orly. Et puis je me remémore tout ça. Je repense. Et là, je suis effondré. Et à partir de là, j'ai eu le soutien des vrais amis proches. J'en avais pas beaucoup jusqu'à maintenant. Et ils ont été là au moment où il fallait. Et voilà, c'est une épreuve très difficile à vivre. Mais il faut passer par là, peut-être pour genoux à terre, mais on se reconstruit au fur et à mesure. Tu dis que des vrais amis, t'en as pas beaucoup. Justement, c'est quoi tes liens maintenant avec tous les gens avec qui tu as pu graviter, proches de la mafia, je veux dire la Mafia Quinfri plutôt? Disons, sur la quinzaine d'amis de la Mafia Quinfri, il me reste pratiquement 80%. 80%, mais... c'est plus parce que c'est la vie qui fait que... Ouais, la vie qui fait, on grandit, on se sépare. Après, on est responsable de tout aussi, tu vois. Et peut-être qu'il y a eu des mauvais échanges à l'époque, qui n'ont pas été bien réceptionnés. Mais quand même, on reste quand même à l'écoute. On reste à l'écoute, comment va lui. Voilà, moi, j'ai toujours eu cette démarche que, quoi qu'il arrive, peu importe ce qu'on a fait, c'est rien, quoi. C'est rien, il n'y a pas mort d'homme, c'est rien dans la vie. Tu vois, on peut aujourd'hui se mettre à table ou s'appeler, se parler, quoi. Est-ce qu'il y a toujours le fantasme d'un nouvel album de Mafia Cafri? D'abord le 3e album de Ministère Amer, je crois. Et après un nouvel album de Mafia Cafri. On avait... Le 5e album de NTM. Et le 3e Arsenic. Voilà. On avait commencé une démarche qui était en 2016 sur un album Mafia Cafri qui n'a pas été abouti parce que, dur à regrouper, tout le monde n'était pas d'accord. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent retourner en studio parce que c'est leur passion, ils aiment ça. Et on n'en a pas reparlé jusqu'à maintenant. C'est compliqué, tous ces retours. Pour prendre une analogie, c'est compliqué pour le Wu-Tang de refaire des albums complets. Surtout les années sont passées et ça passe. Alors je ne sais pas si c'est la même chose, mais forcément ce ne sera peut-être pas au même niveau. Mais je sais que Reza, je l'avais lu dans une interview, qui disait que avant tu parlais avec tes potes pour faire un nouvel album. Maintenant tu parles qu'avec des avocats, des mecs qui ont des contrats et tout ça, et t'en finis pas. Et ça prend un temps fou, quoi. Ceci dit,
Dans le livre de Manuquet, c'est quand même Kerry qui fait la préface. Ouais, c'est une très belle préface en plus. C'est costaud, ouais. Donc voilà. Et moi, je propose qu'on se dise au revoir. Ok. Et je pense qu'on ne pouvait pas mieux conclure qu'avec Thug Life. Ouais. Mais avant, on a des choses à présenter. Oui, un livre forcément d'un autre groupe majeur qu'on n'a pas forcément évité, NTM dans la fièvre du suprême, un livre écrit par Vincent Piolet qui avait déjà rédigé Regarde ta jeunesse dans les yeux, une histoire du mouvement hip-hop en France, et puis par Pierre-Jean Clairaut qui lui avait fait New York State of Mind, qui était une espèce d'anthologie des 100 meilleurs albums représentatifs du rap de New York. Le parti pris, c'est que c'est un livre sur NTM sans NTM. En tout cas, sans Joey Starr et Cool Chain. Il y a eu énormément d'interviews, de rencontres autour d'eux, notamment du tout premier cercle NTM, à savoir les Psycho, Yazid, Cast, etc. Et puis un cercle un peu plus élargi de tous les gens qui ont travaillé sur les albums, Reptile, Nicolas Nardone, Fresh Mination, etc. Et ce qui est intéressant, il y a une bonne partie intéressante, c'est que, notamment sur le 4e album, on est vraiment sur la partie, tout le marketing qui est mis en place autour de l'artistique, etc. Parce que le livre ne parle que de l'artistique, en fait. Il n'y a pas de choses sur la vie privée de Joey Starr ou de Cool Chain. C'est vraiment ça se focalise sur les albums jusqu'à la fin, jusqu'au clash, quoi. C'est en tout cas beaucoup plus intéressant que le livre qu'ils avaient sorti tous les deux, où ils se faisaient des règlements de compte avec Olivier Cachin au milieu. Voilà, ça s'appelle NTM dans la fièvre du suprême. Malgré tout, ce qu'on pourra regretter, mais on le regrettera toujours, c'est que pour avoir le puzzle NTM en entier, il manquera toujours une pièce, c'est DJS. Donc voilà, si JS veut venir dans cette émission, on en parlera avec lui. Je devais faire la préface et puis finalement, ça n'a pas été gardé, mais tant mieux. Donc voilà. Et donc on rappelle la sortie du livre de Manuquet, Les liens sacrés, aux éditions Face Cachée. Ouais. Voilà, c'était Get Busy saison 3, épisode 3, avec Manuquet qu'on remercie évidemment. Merci. Et on va se quitter avec Cher aussi, je voulais te remercier. Ça me faisait plaisir. Toi, tu peux vraiment me remercier. Merci pour tout. Et merci à Manu d'être venu. Merci bien. Et on va se quitter avec Thug Life, évidemment. Ouais. Yes. Je suis mafia qu'un fric. 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 Hey, je suis mafia qu'un fric. 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 À travers la voix d'OGB, n'entends-tu pas la deuxième France dire Je suis mafia qu'un fric.